Merci de nous rejoindre. Afrikino pose aujourd'hui ses valises à Ouagadougou pour une découverte inédite dans les rues de la capitale burkinabé. Il s'agit d'un vélo électrique monté pièce par pièce à partir de matériaux neufs trouvés sur place. Cette bicyclette peut rouler sur plus de 30 km sans effort physique. Ce vélo presque unique à Ouaga et sur le continent a été conçu par un jeune étudiant burkinabé à l'université virtuelle de Ouagadougou. Cette prouesse se veut une des solutions aux défis énergétiques du continent. Je vous propose cette découverte dans ce reportage de nos confrères de la RTB. Pas de mouvement des pieds, pas d'effort, et pourtant les roues tournent à une grande vitesse. Ce vélo ne roule pas à la force des mollets, mais à l'intelligence de son concepteur. C'est une bicyclette munie d'un dispositif électrique. Son concepteur est un étudiant en physique et ingénierie à l'université virtuelle de Ouagadougou. Sur un terrain plat, le vélo peut faire 35 km par heure sans se fatiguer. S'il y a le vent, tu peux faire 25. Parce qu'avec les frottements du vent, ça empêche le vélo d'avancer. Si c'est libre, tu roules simplement, sans pédaler. L'engin est construit avec du matériel neuf trouvé sur place. Il dispose d'un système de démarrage, de freinage, de recharge et le tout relié à une mémoire. Et l'équipement peut être installé sur tout type de vélo, selon Bertrand Babine, en seulement 3 jours. Dès que je vois que ça ne donne pas, je sais que c'est pas la batterie. Et donc, dès qu'il y a panne maintenant, je sais où je vais chercher mes pannes. Mais si c'était avec les secondes mains, tu doutes de tout. En ce moment, tu peux redébrancher tout parce que tu perds le contrôle de ta création. Ce vélo se veut un symbole et rappelle qu'il est possible de répondre aux défis énergétiques du Burkina Faso. Pour son concepteur, avec plus de moyens, il est possible d'adapter le système avec du matériel plus léger et de proposer un design plus soigné. C'est parce que je n'ai pas le moyen que j'ai utilisé petit bobine. La bobine est petite. Voilà. Donc, mais il y a une bobine qui prend autour de 500 watts. 500 watts, voilà. Quelque chose en chemin, vous n'avez plus peur des collines de quoi. Et puis, il est propre. Mais c'est parce que son argent est cher. Le prix du carburant est cher. C'est un budget difficile sur les Burkinabés, mais aussi sur les étudiants. Donc, au lieu que je subis cela, moi j'ai décidé de créer ça pour répondre aux défis quotidiens. À travers cette réalisation, l'étudiant entend également répondre à l'invitation du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui appelle le peuple burkinabé à la recherche, à la création et à l'innovation. Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de croire en eux. Si tu dis que tu vas faire ça, tu te lances pour le faire. Même s'il y a des difficultés, tu avances malgré ça. C'est le moment difficile qui crée les hommes forts. Voilà. Donc, mais si tu arrives, tu vas voir que ce que tu as rencontré comme difficulté, ça devient un petit truc maintenant. En un clin d'œil, tu te lèves, tu le fais maintenant. Après tant d'efforts et de nuits blanches, Bertrand Babine dit maîtriser le système. Son souhait le plus ardent, passer du stade expérimental en un projet structurant à fort impact social. Un projet qui va non seulement permettre de réduire la consommation du carburant, mais aussi préserver l'environnement.
Pour la suite de votre émission, nous sommes en compagnie de M. Roland Bani Kanda, expert en propriété intellectuelle. Il est également expert en politique commerciale et conseil en propriété industrielle agréé auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour l'invitation. Alors, quelles peuvent être les étapes indispensables pour passer de ce genre d'idée à la réalisation effective du prototype? D'accord, merci beaucoup. Et ici, il est question ici de passer de l'idée à la matérialisation de l'idée, et nous pouvons dire qu'il s'agit d'une invention. Donc l'invention en réalité se définit comme la solution à un problème technique. Ici, la première étape, il est fondamental de pouvoir clarifier le problème que l'on veut résoudre. Parce qu'on ne se lève pas juste pour dire qu'on veut inventer ou bien mettre en place quelque chose, mais forcément cela doit être en lien avec quelque chose ou bien un problème sociétal que l'on veut résoudre. L'autre chose également qui est fondamentale, c'est la consultation des bases de données brevets. Et c'est là-bas que beaucoup de nos inventeurs ou chercheurs pêchent, parce que les bases de données brevets, c'est quoi? Vous savez que les inventions sont protégées souvent par le brevet. Et lorsque l'on protège, il y a une diffusion qui est faite et une centralisation de ces informations dans des bases de données. Et ce sont très souvent des bases de données qui sont gratuites, même si certaines sont payantes. Il y a certains également qui sont gratuites. Et aujourd'hui, on ne peut pas se lancer dans un processus d'invention ou d'innovation ou de recherche sans consulter cette base de données. Parce qu'en réalité, elle nous permet d'avoir une idée sur l'état de la technique. Puisque un chercheur ou bien un inventeur, dans son domaine d'activité, doit pouvoir savoir ce qui est déjà fait dans le secteur en question. Et cela lui évite certaines choses, dont deux. D'abord, de ne pas perdre du temps pour inventer quelque chose qui existe déjà. Et deuxièmement, également, c'est de ne pas perdre de l'argent, de ne pas jeter l'argent en l'air. Parce qu'en réalité, si vous perdez votre temps pour inventer quelque chose qui existe déjà, vous aurez des difficultés après pour pouvoir le protéger. Parce que l'on estimera que votre invention n'est pas nouvelle. Alors, est-ce qu'il faut forcément avoir une prédisposition intellectuelle ou de toute autre nature pour se sentir ce génie créateur en nous? Bon, est-ce qu'il faut avoir des prédispositions? Très souvent, c'est au regard de la formation. Beaucoup de personnes, c'est au regard, même si nous voyons un peu l'élément qui est passé, l'étudiant en question, il est dans un secteur bien défini, tel que je pense c'est la chimie et autres. Donc, par conséquent, il est dans son domaine. Donc, très souvent, beaucoup d'inventeurs ou bien de chercheurs, c'est dans leur domaine de formation ou bien dans leur domaine de recherche qu'ils arrivent à inventer. Donc, la formation aussi est fondamentale. D'un autre côté, on doit avoir également l'ouverture d'esprit, la culture, et également, parce que, quand on dit, on peut inventer mais ne pas aboutir. Savoir que réellement, je ne vais pas parler du goût de l'échec, mais également savoir que même si on est dans ce processus, il peut y arriver que cela n'aboutisse pas. Donc la formation, je peux dire, c'est l'élément central pour pouvoir aboutir à ce genre d'inventions et autres. Alors, une fois le prototype réalisé, comment on protège alors ces créations-là? D'accord. La protection, lorsque nous prenons les inventions, parce qu'il y a plusieurs types à protéger, il y a plusieurs choses à protéger. Pour le cas des inventions, il faudrait que l'invention remplisse les conditions de brevetabilité. Lorsque nous parlons de conditions de brevetabilité, ce sont les critères que l'invention doit remplir pour être protégée par un brevet. Et il y a essentiellement 3 conditions, dont la première, c'est la nouveauté. Il s'agit ici d'une nouveauté absolue. Cela suppose que nulle part au monde, que quelqu'un n'ait eu à inventer une chose pareille. Donc, par conséquent, lorsque vous faites vos dossiers, vous envoyez à l'office, eux doivent faire des recherches pour voir si réellement votre invention, la personne d'autre n'a fait un truc pareil. La deuxième condition, il s'agit de l'activité inventive. Cela suppose qu'on doit prendre quelqu'un de votre domaine d'invention pour jauger si réellement ce dont vous parlez, que vous avez inventé, que cela ne découle pas de manière évidente pour l'être humain. Donc, par conséquent, pour cette seconde personne-là, pour cette personne en question, qui est l'homme du métier, s'il arrive à dire que non, votre invention-là, qu'ils n'ont trouvé nulle part que réellement c'est une invention, donc on peut dire que vous passez le second cap. Et la troisième étape, c'est l'application industrielle. C'est forcément la matérialisation de votre idée. Parce qu'en réalité, on ne protège pas les idées, mais c'est plutôt la matérialisation de l'idée qu'on protège. Et un autre élément qui est fondamental, et aussi, il faudrait savoir que lorsque l'on invente, il n'est pas aussi bien de divulguer l'information avant d'aller protéger. Parce que là, tout à l'heure, nous avons suivi un élément. Maintenant, la question de savoir que je me suis posée, c'est de savoir est-ce que la personne l'a protégé. Parce qu'en réalité, s'il ne l'a pas protégé, s'il a diffusé une diffusion pareille, on lui donne, il a un maximum 12 mois pour déposer. Sinon, on dira après que sa nouveauté a détruit, c'est-à-dire son invention n'est plus nouveau. Donc, par conséquent, il y aura des difficultés pour protéger son invention par le brevet. Donc, ce qui fait que si on a une invention, l'idéal serait de faire l'effort d'aller le protéger avant de commencer à aller à des salons, des foires, et même faire des diffusions sur des
télé et radio. Alors, au niveau de l'organisation, est-ce qu'il y a des mécanismes pour améliorer ou bien rendre compétitif ce genre d'invention-là? Oui, il y a plusieurs initiatives, hein, que ce soit au niveau national comme régional. Au niveau national, je crois que l'État togolais a mis en place des initiatives. En temps, le FAEJ, qui est le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, qui est devenu des TPME, avait également des initiatives pareilles pour accompagner des inventeurs. Et il y a également des incubateurs, que ce soit privés comme publics. Hein. Je peux donner l'exemple de Nounia Lab. Et à l'Université de Lomé, nous avons l'Unipod également, qui est un centre d'innovation pour pouvoir accompagner les jeunes porteurs d'idées, d'innovation et d'invention. Et au niveau régional, au niveau de l'OAPI avait mis en place en temps un projet qu'on appelle le FAPI, le Fonds d'appui à la promotion de l'invention, je crois. Mais c'est vrai que le fonds-là est arrivé à terme. Et je crois il y a cela 2 ans, ils ont signé un partenariat avec African Guarantee Fund, c'est pour pouvoir accompagner les inventeurs titulaires d'un brevet, à pouvoir les accompagner. Parce qu'il y a une différence entre invention et innovation, parce que l'innovation, en réalité, c'est la commercialisation de l'invention, comment on arrive à le mettre sur le marché. Donc, le challenge, surtout pour nos inventeurs, c'est qu'ils n'arrivent pas, bien qu'ils inventent, ils ont un brevet, mais ils n'arrivent pas à le mettre sur le marché. C'est de pouvoir les accompagner à aller de l'invention à l'innovation. Et je pense qu'au-delà, parce que d'une part aussi, on ne peut pas transformer un inventeur ou un chercheur en opérateur économique. Maintenant, c'est de voir comment trouver le bon créneau pour les mettre ensemble, pour que même si l'inventeur ne peut pas le mettre sur le marché, que l'opérateur économique puisse le prendre, cela, pour le mettre sur le marché à travers des contrats de licence où le titulaire qui est l'inventeur autorise l'entreprise maintenant à mettre le produit sur le marché. Et je pense que les deux s'en sortiront gagnant-gagnant. Et l'inventeur, lui, va se consacrer essentiellement à son activité d'invention. La création. Alors, quels sont les risques encourus en cas d'exploitation illégale d'une œuvre? Merci, et je pense que c'est très important, d'où la nécessité de protéger, parce que lorsque l'on ne protège pas, on tombe sur le coup de la loi. Lorsque l'on utilise une invention protégée, on tombe sur le coup de la loi, sans l'autorisation du titulaire, bien évidemment. Et c'est ce qu'on appelle la contrefaçon. Parce que la contrefaçon, bien que sous nos contrées, on a tendance à l'utiliser, bon, je peux dire de manière un peu bizarre, parce que très souvent, on utilise la contrefaçon pour dire que ce sont des choses qui ne sont pas de qualité. Alors qu'en réalité, la contrefaçon se définit comme des atteintes à des droits protégés. Ce qui fait que ce n'est que celui qui est titulaire d'un droit de propriété intellectuelle qui peut se réclamer qui peut porter une action en contrefaçon. Donc, par conséquent, le titulaire, c'est lui, le titulaire du brevet, il peut poursuivre la personne qui reproduit son invention illégalement sans son autorisation à travers une action en contrefaçon. Et bien évidemment, celui qui pose cet acte-là en cours, non seulement la première action, c'est la saisie contrefaçon, c'est-à-dire on saisit la marchandise de la personne, et la suite des étapes, peut-être il sera condamné, il va payer des dommages et intérêts, parce que, bien évidemment, le titulaire du droit peut estimer qu'il a eu des préjudices suite à l'exploitation illégale. Alors, Monsieur Kanda, quel conseil donnerez-vous aux inventeurs togolais et régionaux de façon générale? D'accord, merci beaucoup. Si j'ai un premier conseil à donner, c'est que lorsque l'on est dans une dynamique d'invention, d'abord, il faut intégrer l'aspect de la consultation des bases de données brevets. Parce que très souvent, beaucoup de nos inventeurs-chercheurs n'ont pas cette connaissance-là, si je me permets de le dire ainsi, ne le font pas, ce qui fait que très souvent, certains disent qu'ils ont inventé, mais après on se rend compte que c'est quelque chose que peut-être un petit Chinois a fait depuis des années, quelque part déjà. Donc par conséquent, la consultation des bases de données brevets est fondamentale. Non seulement, comme je l'ai dit tantôt, elle permet d'avoir une idée sur l'état de la technique, ce qui est fait déjà dans le secteur en question. Comment on accède à ces bases de données? Comme je l'ai dit tantôt, il y a des bases de données qui sont gratuites et d'autres qui sont payantes. Mais les bases de données gratuites, elles sont également pleines et je crois que l'OAPI, à travers sa structure nationale de liaison, l'IMPIT, également organise des activités comme ça pour pouvoir aider les chercheurs à pouvoir consulter les bases de données brevets. Mais sauf que malheureusement, le conseil est que beaucoup de chercheurs ne l'utilisent pas. Parce que normalement, en réalité, ça va pouvoir les aider, comme je l'ai dit tantôt, de savoir ce qui est fait et savoir ce que vous pouvez améliorer et maintenant pour dire que vous avez mis en place votre invention. Et secondo, à côté de la consultation des bases de données brevets, c'est également d'intégrer la question de protection. Parce que certains disent qu'ils ont inventé, mais après on ne protège pas. Après, ils se plaignent qu'on reproduit illégalement leur invention. Donc, si vous n'avez pas protégé, bien évidemment que vous ne pouvez pas vous plaindre. Et c'est celui qui a protégé qui peut se plaindre. Donc, c'est lorsque vous avez protégé cela que non seulement vous avez le droit sur votre invention, et bien évidemment, vous pouvez jouir des éléments ou bien des retombées économiques de l'exploitation de votre invention. Parce que, bien évidemment, vous pouvez concéder des licences ou bien céder vos droits à quelqu'un si vous voulez le céder. Alors, merci à vous pour toutes ces précisions.
Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de M. Rouland Bani Kanda, expert en propriété intellectuelle. Et à très vite pour un nouveau numéro de votre émission.